au service du bien commun va consister essentiellement à tenir le temps, notamment parce que nous avons des intervenants qui ont des impératifs et je ne voudrais pas prendre de leur temps ni de celui du dialogue avec les étudiants. Donc je vais passer directement à la première table ronde. Comme vous l'avez vu, celle-ci porte sur la thématique « Agir dans une société d'opinion ». La confrontation des opinions est essentielle dans une société démocratique, mais elle peut parfois constituer un frein à l'action. Alors pour traiter de cette question, nous allons bénéficier ici des regards croisés de Stéphane Rosès, Virginie Martin et Pierre-Emmanuel Guigaud. Et pour commencer, nous allons avoir un dialogue entre deux politologues qui se connaissent bien, qui ne se sont pas vus depuis longtemps et qui ont plaisir donc à discuter sur ces questions. Virginie Martin, vous êtes politologue, membre du comité scientifique de la revue Politique et Parlementaire. Vous avez été membre du comité économique, social et environnemental et vous avez écrit divers ouvrages. Un que nous avons ici, J'assure en géopolitique grâce aux séries, chers étudiants, et un livre qui est davantage axé sur ce qui nous intéresse maintenant, qui est Ce monde qui nous échappe. Stéphane Rosès, vous êtes politologue, essayiste. Vous avez écrit notamment Chaos, le dernier ouvrage, si je ne me trompe pas. Et vous avez été sondeur d'opinion, vous avez fait des préconisations pour les décideurs pendant 25 ans. Vous les conseillez maintenant depuis 15 ans. Et pensez-vous qu'agir dans une société d'opinion est aujourd'hui devenu une mission impossible ? Merci à tous. Oui, alors on a décidé de mutualiser notre temps. Peut-être qu'on s'est dit l'un et l'autre qu'on allait gagner au total 1 ou 2 minutes, mais comme je dois partir à 17h, je vais être court. Donc, je commence. Et l'idée, c'était que Virginie m'interrompe, comme dans les jeux, dès que tu veux rajouter quelque chose où tu n'es pas d'accord. Société d'opinion et action. Pour bien agir, il faut être maître de ce qui concerne les domaines de l'action. Ça s'appelle au plan collectif la souveraineté. Or, nous sommes confrontés aujourd'hui à des problèmes compliqués. Le premier, c'est agir dans une société d'opinion. C'est opinion au pluriel, ce n'est plus opinion publique. Je parle sous le contrôle de Blandine Criel, qui je rends hommage, mais grande spécialiste des Lumières. Le modèle des démocraties libérales était celui des opinions publiques. Dès le XVIIIe, les philosophes disaient l'esprit public. Donc les opinions éclairées par la raison, comme par hasard, des philosophes. Mais ensuite, la démocratie a constitué l'opinion publique au cœur des démocraties libérales. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'une part que les citoyens sont dans un espace qu'ils maîtrisent, dans lequel ils se reconnaissent au travers de sentiments d'appartenance, de droits, de devoirs, et que leurs représentants qui agissent en leur nom aient une possibilité de peser. Or, les opinions publiques ont effectivement peu à peu laissé place aux opinions des individus. Et le premier mécanisme qui explique ça, c'est que de l'intérieur même des sociétés, les phénomènes d'individualisme ont fait que chaque individu a eu le sentiment que devait prévaloir ses droits individuels sur les libertés collectives. En un mot, pour faire vite, moi avant les autres. Voilà un mécanisme propre
aux sociétés à l'intérieur d'elles-mêmes. Deuxième mécanisme, ça a été dit avant d'une autre façon, il y a bien effectivement à l'UNESCO, c'est un beau poste d'observatoire, une globalisation économique, financière et numérique, mais cette globalisation a tellement tout emporté sur son passage que dorénavant les peuples se sentent dessaisis de la maîtrise de leur destin et qu'on est passé, comme disait Saint-Simon, le grand penseur du 19e, du gouvernement des hommes, démocratie, opinion publique, à l'administration des choses, c'est-à-dire des instances qui s'occupent de régler les questions économiques, les questions liées au marché, aux technologies et la technique. Et donc les peuples se sentent peu à peu dessaisis de leur destin. Ça fait un désarroi. Les médias, les réseaux sociaux ne sont que les vecteurs de ce mécanisme, selon moi, et amplifient le fait que les individus ont la possibilité de parler dans tous les sens sans que réellement ce qu'ils disent, leur opinion n'ait de peser, parce que le pouvoir n'a pas été tant transféré aux politiques, il a été transféré à des instances et que post-nationales, dites transnationales ou néolibérales, et donc l'action collective s'en trouve absolument émoussée. Et la communication, Arnaud Benedetti a écrit des choses définitives, ne sert plus maintenant à accompagner l'action, mais à justifier l'inefficacité de l'action. Je voudrais terminer, Virginie, par une anecdote professionnelle. J'ai fait il y a 10 ans une grosse étude pour le service d'information du gouvernement pour comprendre les attentes des cabinets ministériels à l'égard de ce grand organisme qui a à disposition des études très en pointe. 20 ans auparavant, les cabinets ministériels attendaient du SIG dans sa collecte et analyse des données d'information très pointues. Tous les jours, ils ont l'analyse sur Twitter de tout ce que se disent les journalistes et de comment ils anglent les choses. Eh bien, 10 ans auparavant, les directions des ministères attendaient des études qui leur permettent d'asseoir leur stratégie ministérielle. Quand j'ai travaillé il y a 10 ans pour l'USIG, c'était « prévenez-nous dès que vous voyez des signaux faibles, de sorte que l'on ait le temps, grâce à vos études, de repérer ce sur quoi nous devrons réagir et que nous ayons le temps de préparer des éléments de langage ». Voilà, je dirais, au travers de cette anecdote, mais il y en a plein d'autres, ce que sont devenus nos gouvernants. Ce sont devenus des gestionnaires, ce sont devenus des gens qui ne sont pas dans l'action, mais des gens qui sont dans la réaction. Ils ne font pas de la politique, ils communiquent sur des dynamiques dont ils n'ont plus la maîtrise, parce que les peuples, notamment, je sais qu'on ne sera pas forcément d'accord là-dessus, je ne sais pas, mais notamment l'Union européenne, en contournant la souveraineté des peuples, a privé les peuples européens à la fois de leur génie, et c'est selon moi la raison pour laquelle l'Europe s'effondre dans tous les domaines et sort de l'histoire. Malheureusement, la guerre ukrainienne le confirmant,
ce qui se passe en Europe se décide à Washington et pour l'Ukraine, à Moscou, un peu à Kiev et à Pékin. Bonjour à tous. Pour rebondir sur ce que disait Stéphane, c'est certain que l'action collective a pris des atours aujourd'hui extrêmement différents et bien entendu que l'individu est devenu un peu une valeur cardinale de nos sociétés, c'est évident. Deuxième point, effectivement que le politique perd sur deux plans. Il perd sur la question du temps, parce que le politique est un temps long, et il perd aussi sur la question de l'espace. Le politique, en fait, est dépassé aujourd'hui par un espace géographique qu'il ne maîtrise pas. Donc je ne sais pas si toutes les décisions se font à Washington, mais en tout cas, concrètement, c'est vrai qu'il y a d'énormes multinationales aujourd'hui qui peuvent traverser les frontières, alors que le politique est fondamentalement lié à son territoire. Même quand on fait l'Europe, quelque part, de toute façon, c'est toujours territorialisé. Alors que vous avez des très grandes multinationales qui peuvent être vraiment passe-muraille et passe-frontière. Donc le politique a aussi du mal à maîtriser son action et à pouvoir vraiment peser complètement là-dessus. Au-delà de l'opinion publique, hein, je parle là plus globalement, c'est peut-être encore plus grave. Pour la question du temps, c'est aussi extrêmement important. Je disais, le politique a besoin de temps long, véritablement. Or, l'opinion publique, pour le coup, les réseaux, la communication, les médias sont dans le temps extrêmement court, pour ne pas le dire dans l'ultra-présent et la super-immédiateté. Or, le politique n'arrive pas finalement à se caler dans ce temps-là, dans ce temps voilà, qui est celui dans lequel nous vivons et qui façonne considérablement, alors effectivement, les opinions publiques. Ce n'est pas l'opinion publique. Bon, Bourdieu disait à l'époque que l'opinion publique n'existait pas, pour d'autres raisons, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même sur des opinions publiques au pluriel, c'est certain. Et donc, le politique doit absolument se saisir, tant bien que mal, rapport au fait qu'il est dépassé temporellement et spatialement, il est quand même obligé de se saisir de quelque chose et de gagner quoi? Aujourd'hui, je crois que l'axiome de Gramsci sur la question de la bataille culturelle et la bataille des idées est peut-être plus important que jamais, en définitive, parce qu'il faut gagner quand même cette bataille des idées. Le politique, c'est ça, gagner la bataille des idées. Mais néanmoins, comment est-ce qu'on peut la gagner, vu que le temps long intéresse peu et l'espace, de toute façon, a dépassé le politique. Donc effectivement, le tout communicationnel est devenu extrêmement vif, bien entendu. Comme le disait Stéphane très justement, on attend à peine des opinions publiques profondes. C'est vraiment l'opinion publique de l'ère du temps. Le dernier qui parle a quasiment raison. Et puis, évidemment, ça veut dire aussi une communication liée souvent à des choses violentes, excessives. Vous savez, on parle souvent de fenêtre d'Overton. Je ne sais pas si vous voyez. La fenêtre d'Overton, c'est on exagère quelque chose, on dit vraiment, on balance un éléphant dans la pièce, politiquement, qui peut être même très grave, où tout le monde est ahuri. Mais qu'est-ce qui se passe? Évidemment, tous les médias vont vous reprendre. Ils vont vous dire à quel point vous avez été absolument horrible d'avoir balancé cet éléphant dans la pièce, que politiquement, ça va faire beaucoup de mal. Mais grâce à cela, quoi? Eh bien, grâce à cela, pendant une semaine, on parle de vous d'une part, mais aussi, et ça c'est beaucoup plus pervers, les esprits commencent à s'habituer à avoir cet éléphant dans la pièce. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Parce que là, il y a vraiment un espèce de conditionnement à l'horreur. Et subitement, l'horreur nous paraît de moins en moins horrible. Et ça, c'est vraiment aussi la chose peut-être qui, moi, à titre peut-être plus personnel et en tant que politiste aussi, me préoccupe. Car là, on touche à la philosophie politique et qu'est-ce qu'on fait avec cela? J'en veux pour preuve, par exemple, et je pense que ce n'est pas forcément le cas dans ce type d'établissement et les instances dans lesquelles nous sommes amenés à parler souvent, mais quand même, en termes d'opinion publique, je trouve qu'on est arrivé assez facilement à s'habituer à ce que des professeurs se fassent assassiner parce que professeurs ou parce qu'ils ont dit ceci ou cela. Je trouve qu'il n'y a pas une vraie banalisation, ça serait exagéré que de dire ça, mais en tout cas, la France n'est pas tétanisée, alors que nous sommes en plein hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard.
Donc vous voyez que ces fenêtres d'Overton, elles sont véritablement redoutables. Je ne donnerai pas les exemples auxquels je pense. Chacun est libre de savoir sa propre fenêtre d'Overton. Ça, c'est important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, pour les politiques, continuer à gagner cette bataille des idées, cette bataille idéologique, cette bataille culturelle, disait Gramsci pour le répéter. Mais ça, ils sont obligés d'y aller très fortement. Et par rapport à ce que disait Stéphane dans des temps légèrement anciens, 5 ans, 10 ans, hein, ce ne sont pas, c'est pas le 19e siècle. Hein. Il y avait aussi, jusqu'à très récemment, ce qu'on appelait dans la communication et dans la sociologie des médias, des filtres. Des filtres. Et toute la théorie de Lazarsfeld, par exemple, maître de l'opinion publique, de la communication politique et des sciences politiques, il disait finalement, les médias n'ont pas forcément tant de pouvoir que cela. On était dans les années 50, parce qu'il y a des filtres, il y a beaucoup de filtres. Il va y avoir la famille, il va y avoir les leaders d'opinion, il va y avoir des journaux qu'on va lire tranquillement, etc. Des syndicats, des corps intermédiaires, pour le faire plus généralement. Mais sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans ces réseaux sociaux, dont d'ailleurs les étudiants qui ont créé ce magnifique journal qui est le Verbe, parlent, ils disent, là, c'est quoi? On reçoit directement l'info, sans filtre. Et donc, finalement, on reste aussi dans nos propres silos, évidemment, d'information, ce qui nous conforte dans nos opinions. On pense que le monde entier pense la même chose, mais c'est juste notre fil Twitter, hein, c'est tout. C'est pas le monde entier, hein, c'est vraiment un petit bout de la lorgnette. Et ça aussi, parce que les filtres ayant disparu à cause des réseaux sociaux que l'on se prend évidemment en direct, bien entendu que cet effet sélection, filtre, dont parlait Lazarsfeld et pas d'autres, hein, c'est les travaux de Missika aussi à l'époque, beaucoup plus récemment. Et il disait, on s'expose sélectivement, on va retenir les choses sélectivement, on va avoir des filtres, etc. Tout ça est un petit peu moins vrai. Et donc finalement, pour capter votre attention, ça sera peut-être mon dernier point là-dessus, parce qu'on est aussi en même temps dans une économie de l'attention. Et l'économie de l'attention, c'est quoi? C'est grosso modo, il faut absolument que je pique les 3 minutes, les 3 heures, ou les 4 heures, 5 heures que vous avez dans la journée et que vous pouvez consacrer à une télé, à un média, à TikTok, à qui vous voulez. Donc je suis dans une économie de l'attention. Il n'y a pas beaucoup de flexibilité horaire au-delà de 24 heures pour vous capter. Donc déjà, quand je vais faire beaucoup de bruit, ce qu'on appelle un peu facilement du buzz, mais vous voyez que derrière c'est beaucoup plus épais hein, comme concept, eh bien forcément que mon buzz va déjà vous récupérer vos 3, 4, 5, 6, 10 minutes d'attention. Et ça sera ça de moins pour une autre activité. Donc cette économie de l'attention, je pense aussi qu'elle est vraiment cruciale dans justement cette bataille culturelle, cette bataille des idées et cet effet d'agenda. C'est peut-être là vraiment le dernier point que je soulève, c'est cet effet d'agenda. L'effet d'agenda, c'est quoi? C'est tout d'un coup, on parle de quelque chose, on le fait devenir majeur et finalement, tout le monde se met derrière vous. Regardez dans le dernier sondage, anecdote pour finir Stéphane, le dernier sondage, c'est assez marrant, je crois que c'est date d'il y a 2 jours. Quelles sont vos préoccupations, vous, Français, Françaises? Eh bien, pour la première fois, parce que tout le monde en parle toute la journée depuis 5 jours, les dépenses budgétaires. Comme si, dans un sondage, vous avez souvent les dépenses budgétaires qui arrivent quand l'effet d'agenda n'est pas là. Tout le monde, grosso modo, s'en moque tant que le quoi qu'il en coûte marche. Jusqu'au jour où il ne marche plus, évidemment. Donc voilà, on voit aussi qu'il y a ce côté, comment dire, Stéphane, papillon, tu vois, caractère très éphémère. On passe d'une idée à l'autre comme cela très rapidement parce que l'effet d'agenda vient s'imposer dans ce contexte. Donc, et pour conclure, du coup, nécessaire polarisation. Si vous ne polarisez pas, vous n'existez pas. Si vous êtes raisonnable, tranquille, sérieux, que vous êtes OK pour débattre calmement et que vous n'êtes pas dans des excès, justement, qui permettent d'ouvrir des fenêtres d'Overton, eh bien, il est assurément à peu près à 100% que vous êtes invisible et que vous passez sous tous ces radars. Je ne sais pas si tu es d'accord, Stéphane. Merci beaucoup. Je crois que Stéphane Rosès doit nous quitter.
Merci d'être venu. Merci pour cet éclairage. Alors, peut-être que vous pouvez vous avancer. Je me tourne maintenant vers mon collègue Pierre-Emmanuel Guigaud, maître de conférences en histoire, spécialiste de l'histoire politique, qui a publié récemment Pierre Mauroy, le dernier socialiste. Et je crois que Pierre-Emmanuel veut réagir à ce qui vient d'être dit. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable qui, pour une fois, sera l'avocat du positif, parce que sinon, on va tous se tirer une balle dans la tête et ça va faire une drôle de journée. Alors, je suis d'accord sur pas mal de choses, effectivement, sur le fait qu'il y a une polarisation très forte, qu'il y a une accélération du temps, c'est sûr. Mais l'historien, il est aussi là pour relativiser, non pas pour devenir relativiste, mais parce que, en fait, en voyant que les choses s'étalent sur un temps beaucoup plus long, ça permet de voir ce qui a véritablement changé, justement, sur ce temps long, et pas juste sur les quelques dernières décennies. Si on se replace dans un temps plus long, eh bien, cette opinion publique qui serait raisonnable et raisonnée, qui serait issue des Lumières, au final, elle a toujours concerné qu'une petite élite. Non, je sais, mais c'était plus pour répondre à ce que disait Stéphane tout à l'heure. Donc, on idéalise en fait une période où c'était en réalité que l'élite qui était dans la politique et qui exprimait ses idées raisonnables et raisonnées pour une époque où il y avait le suffrage censitaire, puis par la suite, eh bien, des élites qui contrôlaient l'essentiel de l'opinion publique par les grands organes de presse, etc. Et le fait est que quand les masses sont entrées en politique, eh bien, forcément, on a eu ces phénomènes de polarisation, on a eu ces phénomènes de manipulation de masse, et finalement, on a redécouvert des choses qui existaient aussi déjà dans des temps plus anciens. Donc, ce qu'on assiste à l'heure aujourd'hui avec des opinions très polarisées, des opinions sectorisées, et qui, d'ailleurs, ne se parlent plus, eh bien, c'est assez lié, finalement, au fait qu'on vit dans une démocratie qui est confrontée à des difficultés. En plus, c'est particulièrement fort quand on a des difficultés, ça se colle sur des difficultés économiques, identitaires et de souveraineté, comme il a pu l'expliquer Stéphane. Donc en soi, voilà, je pense qu'il ne faut pas opposer une époque qui aurait été bénie, où toutes les élites auraient été raisonnables, et une opinion polarisée qui serait celle d'aujourd'hui. Sur la question des leaders d'opinion, on le retrouve d'ailleurs, c'est-à-dire que ces leaders d'opinion tels que vus par Lazarsfeld avec People's Choice et tout ça dans les années 40-50, elles existent toujours en réalité, elles se sont déplacées. Quelque part, peut-être une question que j'ai envie de vous poser, est-ce que les influenceurs ne sont pas la nouvelle forme de l'opinion? Une question, mais... Je ne suis pas spécialiste en influenceurs, mais je vais peut-être m'y mettre. Je ne sais pas. Alors d'abord, par rapport à vos propos, déjà, enfin, en ce qui me concerne, il n'y a pas d'idéalisation. Avant, c'était mieux, etc. Pas du tout. Hein. Je suis sur le temps présent et je le décrypte. Maintenant, il faut aussi savoir, et peut-être ça vaut le coup d'être précisé, effectivement, il y avait des élites, et ces élites, avant, qui faisaient l'opinion, elles étaient en plus que masculines. Je rappelle quand même que les femmes n'ont eu le droit de vote qu'en 1944. La première fois où elles votent, c'est 1945. Donc vous imaginez bien que quand on parle d'opinion publique, il n'y a encore pas si longtemps, on ne parle en fait déjà que d'opinion politique masculine, extrêmement éduquée. Enfin, c'est véritablement une toute petite frange de l'opinion. Maintenant, les influenceurs, alors ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle. Est-ce que des gens comme Stéphane Rosès peuvent devenir influenceurs? Est-ce qu'on parle de Maëva qui essaye d'aider les campagnes de Logu à Marseille? Est-ce qu'on parle de ce genre de lieu où il y a quand même de l'influence et ça passe aussi sur les réseaux sociaux? Et X ou Y peut devenir un peu influenceur. Est-ce qu'on parle aussi du fait que nous passons des Arnaud Benedetti ou moi à la télé, et est-ce qu'on peut effectivement concurrencer Maëva Dologu? Je ne pense pas, mais on n'a pas assez de followers sur Instagram. Mais voilà, après ça dépend, parce que là, à un moment donné, on va changer du champ, on va sortir du champ politique. C'est-à-dire que des gens, en effet, politologues, journalistes politiques médiatiques, peuvent être
source d'influence, ça c'est certain, et de construction d'opinion, évidemment. Maintenant, si on parle vraiment des influenceurs qui vont peut-être se mettre à côté des politiques, mais ils vont peut-être pas forcément parler politique. Ils vont faire sortir du champ politique le politique. Ça, c'est encore une autre histoire, mais c'est intéressant aussi parce que c'est par exemple aujourd'hui beaucoup de Bardella, de Mélenchon, etc., qui vont sur TikTok très régulièrement. Gabriel Attal a aussi une communication Instagram très forte. Bon voilà, est-ce qu'ils sont aussi des influenceurs d'eux-mêmes, jusqu'à prendre après des influenceurs au sens strict du terme tel qu'on l'entend? Tout ça, évidemment, se mixe et fait l'opinion petit à petit. Maintenant, voilà, ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière ce mot. Je l'ai un peu caricaturé, mais en même temps, ça existe. Et ça marche quand même. Hein. Ça donne aussi... parce que le fait aussi de sortir du champ du politique est toujours intéressant. Parce que forcément, le champ du politique, il y a encore, même encore aujourd'hui, un sentiment d'incompétence par rapport à la chose politique. Dans les enquêtes, on voit souvent la politique c'est compliqué, ça ne m'intéresse pas. Il y a souvent tout cela encore aujourd'hui. Moi, je suis assez surprise. Quand on étudiait ça il y a 20-30 ans, je le comprenais mieux. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a toujours ces sentiments-là. Donc c'est vrai aussi que quand le politique se met à faire autre chose que de la politique au sens strict, ça peut plaire, ça peut séduire. Après... Vous entendez mes sous-textes sur les dérives, je crois que vous les avez comprises. Merci. Étant donné le temps et l'heure, oui, non, je suis le maître des horloges aujourd'hui. Je vais rajouter un mot qui va dans le sens de oui, Virginie Martin. Vraiment un mot pour dire qu'il y avait, puisqu'on a chacun lancé un peu des auteurs pour compléter les lectures des étudiants. Moi, je voudrais en rajouter un, celui de Keith Brandt, qui avait écrit un article « With Afraid by Infotainment », et qui dit bien justement que c'est aussi une clé de lecture et une clé d'approche du politique pour un tas de gens qui n'ont pas forcément les codes. Alors ici, on est face à un public qui est éclairé et qu'on essaye d'éclairer, de lui donner des clés de lecture, etc. Mais voilà, c'est le cas d'une toute petite minorité de la population française et en général du monde. Et cette approche-là, elle peut aussi être intéressante. Après, elle ne doit pas être dévoyée et elle doit au contraire conduire tout le monde vers des arguments de raison, des arguments de rationalité. Et je crois que ce combat-là, il n'est pas totalement perdu. Les populismes, ça peut marcher, à mon avis, de façon éphémère, mais à un moment donné, quand même, où le mur de la réalité finit par rattraper tout le monde. Et à la fin, les arguments raisonnables peuvent finir par l'emporter, parce qu'eux, ils vont durer. Mais parfois, sur des politiques, il n'y a pas écrit populiste, et mine de rien, ils sont aussi dans l'irrationalité, si je puis dire. Donc ça aussi, c'est important de ne pas se faire leurrer où commence le populisme et où est-ce qu'il finit, quand on l'emploie comme ça, en tout cas. On est d'accord aussi, Merci. Alors, je voudrais qu'on garde un peu de temps pour répondre à Sophia Kermedi, qui est étudiante en B3, présidente de l'association étudiante Equalis. Et je vous laisse la parole pour poser une question à nos intervenants. Alors bonjour, en tout cas merci beaucoup pour votre intervention, c'était très enrichissant. J'ai deux questions. La première concerne la communication politique. On est dans un monde où elle est de plus en plus critiquée. Et comment, en tant qu'acteur du monde de demain, nous pouvons exposer des idées sans nous fourvoyer. La seconde commence par une citation de John Stuart Mill, « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Alors comment pouvons-nous agir et centrer le débat sans céder à l'exposition d'une opinion qui est centrée sur l'accusation et non sur la recherche de solutions? Les questions sont tellement bonnes que... c'est vrai que dans le contexte qu'on a décrit, c'est certain que critiquer, détruire, en fait, au lieu d'argumenter et de construire, forcément, la posture, d'une part, est plus facile à avoir et à adopter et à garder et à conserver. Et aussi, elle est peut-être... elle vous fait plus vous faire aimer d'un certain nombre de gens. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a l'impression que vous n'êtes pas en train d'aller faire des compromissions avec qui que ce soit. Aujourd'hui, j'entends beaucoup, par exemple, dans ce gouvernement où on voit les dérives budgétaires dont on a parlé déjà tout à l'heure, personne finalement, à part le leitmotiv, Macron était censé être un Mozart de la finance et finalement c'est un tocard de la finance. Écoutez, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais vous voyez que chacun dans son camp, finalement, tout le monde dit cela, ce qui ne sert strictement à rien en termes de constructivité. Enfin, ça ne sert à rien jusqu'à nouvel ordre. Et en revanche, ne va pas chercher des solutions. Mais aussi pourquoi? Parce que ces politiques font plaisir à leurs électorats. Il faut bien comprendre. Si je commence à dire que
ah, peut-être que Macron, Le Maire, etc., quelle solution on pourrait trouver de manière constructive, etc., quelque part, je collabore. Et si je collabore, je ne suis plus correcte et je ne plais plus à mes électorats. Et ça, c'est vraiment capter son électorat. C'est aussi, vous voyez, là, on est dans un marché électoral au sens business school du terme. Hein. J'enseigne à Cage, donc je vois de quoi je parle. Et donc là, on est vraiment dans du marketing politique, au sens le plus strict du terme, de capter un électorat comme on capterait des clients. Et ça, c'est très compliqué aussi, et ça rend évidemment les choses assez pauvres, en fait. Hein. Et l'épaisseur du trait intellectuel est très faible. Donc ça, c'est aussi compliqué. Et puis aussi, peut-être, caricaturer son idéologie pour mieux aussi. Comme ça va très vite, on est obligé aussi d'expliquer les choses vite et donc de caricaturer aussi un petit peu ce qu'on dit pour atteindre en fait la cible. C'est aussi toutes ces contraintes de communication aujourd'hui. Mais moi, je pense, et on a parlé avec ce cher Patrick Tivolier tout de suite, il y a quelques minutes précédemment, moi, je crois quand même, in fine, qu'il y a une demande de raisonnabilité. Je ne suis pas sûre que on a envie de finir, comme le livre de Stéphane et d'Arnaud, dans le chaos. Je ne suis pas sûre qu'on ait envie de ça. Ça peut nous amuser, mais à un moment donné, on ne peut pas être dans le chaos tous les jours et tout le temps. Et je pense que fondamentalement, il y a quelque chose de la raisonnabilité. Je ne dis pas que voilà, et pas de l'émotionnel toujours, qui doit à un moment donné finir par gagner un peu cette bataille. Ça me paraît important et je pense que les gens ont envie de ça aussi. On le voit quand même dans les enquêtes aussi, mine de rien. Hein. Exactement. Voilà. Non, je voudrais répondre à la première question, si c'est possible, pour dire que, à mon avis, pour ne pas se fourvoyer, il faut toujours privilégier la politique et les idées sur la communication. On a pu penser dans les années 80-90 que la communication, ça allait devenir tout, ça allait résoudre tous les problèmes, ça allait permettre de créer du lien définitivement entre la population et des élites considérées parfois comme déconnectées. Le problème, c'est qu'on a eu tendance à oublier que l'idéologique, le politique et les idées, c'était quand même la base. Et en fait, ça ne rentre pas toujours dans les cases de la communication. Et donc, à mon avis, un bon communicant politique, c'est aussi quelqu'un, et on le voit en fait concrètement, c'est aussi quelqu'un qui est avant tout un homme ou une femme d'idées, ému par la volonté de combattre pour celle-ci. Donc, si on fait ça, à mon avis, on ne se fourrera jamais. Merci beaucoup. Je vais donc passer à la deuxième table ronde. Merci beaucoup aux intervenants pour ces échanges.